Oral questions, questions orales. The honourable leader of the opposition. Questions orales, l'honorable chef de l'opposition. Après 10 budgets coûteux, déficitaires des libéraux, ils ont gonflé le dette, le prix de nourriture et de logement. Les Canadiens méritent un budget abordable pour une vie abordable. Le premier ministre a promis que les Canadiens allaient pouvoir le juger par le prix de l'épicerie. Les prix ont gonflé et le nombre de personnes aux banques alimentaires a doublé. Donc, est-ce que le gouvernement va travailler en collaboration avec nous, avec nos propositions pour un budget abordable et une vie abordable? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Président, nous allons certainement travailler pour une vie abordable et un budget abordable. Mais le chef de l'opposition nous fait des propositions qu'il n'ose même pas mettre dans sa propre plateforme électorale. Il y a 6 mois, les Canadiens nous ont confié un mandat pour présenter un plan pour dépenser moins, investir plus. C'est ça qu'on va avoir le 5 novembre et j'espère que le chef de l'opposition ne précipitera pas des élections de Noël et qui va voter pour notre budget. L'honorable chef de l'opposition. Le chef à la Chambre des libéraux veut provoquer une élection coûteuse avec un budget coûteux, Monsieur le Président. Mais les Canadiens ne devraient pas avoir le choix entre un budget coûteux ou une élection coûteuse. Ils devraient pouvoir choisir un budget abordable pour une vie abordable. Et c'est ce que nous proposons. Je vous donne l'exemple. Éliminer la taxe industrielle sur nos fermiers pour que les Canadiens puissent acheter de nourriture abordable. Est-ce que le premier ministre va accepter cette idée positive pour l'abordabilité? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous avons annoncé une série de mesures visant justement l'abordabilité, notamment l'alimentation scolaire, notamment l'inscription automatique aux prestations qui va réduire la pauvreté chez les Canadiens. Mais chaque fois qu'on propose une mesure d'abordabilité, le chef de l'opposition ordonne à ses troupes frileuses, en passant, ordonne à ses troupes de voter contre. Donc, sur quel pied il danse? Soit il veut aider les Canadiens, soit il veut une élection de Noël. C'est quoi la réponse, Monsieur le Président? L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les Canadiens ne peuvent se permettre un 10e budget coûteux qui va hausser le prix de l'épicerie et du logement. En fait, ils ont besoin d'un budget abordable pour mener une vie abordable. Le premier ministre, lui, a fait hausser le coût de la bureaucratie des consultants et cela mène à de l'inflation et les Canadiens paient davantage pour tout. Nous avons fait une proposition axée sur le gros bon sens pour rendre la vie plus abordable. Par exemple, éliminer toutes les taxes cachées sur l'alimentation. Est-ce qu'on va mettre de côté la partisanerie pour travailler avec les conservateurs pour présenter un budget abordable en vue d'une vie abordable pour les Canadiens? Le leader en Chambre. Monsieur le Président, réjouissez-vous parce qu'il y aura un budget abordable qui va permettre une vie abordable. Ce sera déposé le 4 novembre. Et nous espérons que le chef de l'opposition va ordonner à ses troupes de voter pour ce budget plutôt que de leur demander de voter contre le budget et de déclencher une élection très coûteuse à Noël. Alors, est-ce que le chef de l'opposition va-t-il dire à ses troupes fort nerveuses de voter pour le budget le 4 novembre? L'honorable chef de l'opposition. Bon, voilà. Il essaie d'utiliser un budget coûteux pour lancer une élection coûteuse. En fait, le premier ministre a rompu toutes les promesses qu'il a faites et ils essaient de détourner l'attention en déposant un budget coûteux qui mènera à une élection coûteuse. Les Canadiens n'ont pas à choisir entre un budget coûteux et une élection coûteuse. Ils devraient choisir plutôt un budget abordable pour mener une vie abordable. Et nous avons des propositions en ce sens. Éliminer la taxe sur le carbone sur les agriculteurs qui nous nourrissent, par exemple. Alors pourquoi ne pas prendre les idées collaboratives des conservateurs pour offrir aux Canadiens une vie abordable? Le leader en Chambre. Bon, il continue de parler de taxes imaginaires et de plus en plus, au sein de son propre caucus, il a même des amis imaginaires. On le voit de plus en plus.
Bon, les Canadiens nous ont donné un mandat il y a 6 mois. Ils veulent de la stabilité. Ils veulent qu'on agisse avec calme. Ils veulent qu'on présente des solutions et non pas des slogans. Et nous travaillons avec crédibilité à négocier un accord commercial avec les États-Unis. Et nous allons présenter un budget qui va permettre de rendre l'économie canadienne plus forte. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, ce député et le premier ministre essaient de provoquer une élection coûteuse en présentant un budget coûteux et ce sera des jeux qui coûteront cher, mais on ne veut pas jouer à des jeux. Il y a 2,2 millions de Canadiens qui fréquentent les banques alimentaires et ce chiffre a doublé depuis que le gouvernement est entré au pouvoir il y a 10 ans. Parlons de Jacqueline Stone qui a dit que c'est déchirant, c'est difficile de joindre les deux bouts. Elle a dit qu'elle était embarrassée et découragée parce qu'elle doit remettre des articles sur les rayons parce qu'elle n'arrive pas à payer à la caisse à l'épicerie. Alors pourquoi ne pas présenter un budget abordable pour que des gens comme Jacqueline puissent avoir une vie abordable? La ministre de l'Emploi. Eh bien, il y a une autre personne au Canada qui exerce un travail important. Je pense à Kirsten Pierce, la PDG de Banque alimentaire Canada. Elle a dit que de bons investissements et un accès amélioré fait en sorte qu'il y a des perspectives prometteuses. Et elle a dit aussi que le programme alimentaire dans les écoles devrait être rendu permanent. Et il y a une aide aussi qui doit être accordée aux travailleurs à faible rémunération. Et nous avons donc toutes ces mesures. Nous savons ce qui s'en vient. Et puis nous espérons que les députés vont se joindre à nous, ceux qui sont en face, et voter pour le budget. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, ces programmes libéraux ne permettent pas de nourrir les enfants. Ils nourrissent la bureaucratie, les consultants, les lobbyistes et les initiés libéraux. Nous le savons parce que depuis qu'ils ont fait toutes ces promesses, on a vu la fréquentation des banques alimentaires doubler. Et le gouvernement a dit lui-même qu'il y a 25 des enfants qui fréquentent l'école le ventre creux, même après 10 ans. Sous la houlette des libéraux, parce que plus les libéraux dépensent, plus ça coûte cher. Et l'argent dépensé par le gouvernement vient de la poche des Canadiens. Après 10 ans, n'ont-ils pas compris qu'on a besoin d'un budget abordable pour que les Canadiens puissent mener une vie abordable? La ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, il est clair que le chef de l'opposition veut une élection à Noël. Il préférerait avoir ce type d'élection que de défendre les mamans et les papas de partout au pays qui ont besoin de garde d'enfants abordables et qui veulent que le programme alimentaire soit rendu permanent dans les écoles. Ils veulent la sécurité des femmes dans les refuges et c'est ce que les Canadiens veulent. Ils veulent des mesures qui vont aider les familles et les collectivités et les conservateurs, eux, menacent de balancer tout cela. Monsieur le Président, le gouvernement est minoritaire. Alors, s'il veut que son budget passe, il faut qu'il négocie avec quelqu'un. Mais ce matin, en scrum, le leader du gouvernement a confirmé qu'il parle aux oppositions, mais il négocie pas. C'est lui-même qui le dit. Il appelle même pas ça des négociations. Il dit que les demandes de l'opposition, pour ce qui est des principes, c'est une fin de non-recevoir. Bref, il est parlable, mais il est pas négociable. Il parle, il jase, puis c'est tout. Coudon, il veut-tu vraiment que son budget il passe ou il veut juste déclencher des élections à Noël? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, j'aime toujours discuter avec mes homologues et mes collègues de tous les bords, de tous les côtés de la Chambre. Évidemment, elle devrait parler à son collègue de Gaspésie, les îles de la Madeleine, ou son collègue de Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec qui j'ai eu de très intéressantes discussions par rapport à des projets très, très importants dans leur circonscription. Peut-être elle en a aussi, et ça me fera plaisir de dialoguer, discuter, négocier, peu importe, avec la leader aussi. L'honorable député de Saint-Jean. Ce que j'entends, c'est cause toujours. Les libéraux, ils veulent pas négocier pour qu'on appuie leur budget. Ils l'avouent ouvertement. Ils veulent pas investir en santé. Ils veulent pas corriger l'injustice dans les pensions de vieillesse pour les aînés. Ils veulent pas transférer sans condition de l'argent en logement et en infrastructure. Ils veulent pas rembourser les 814 millions volés aux Québécois pour acheter les votes canadiens. Ils veulent pas aider les jeunes à accéder à la propriété. Ils veulent juste pas. Mais ce qu'ils veulent, on dirait, par exemple, c'est déclencher des élections à Noël. Fait que pourquoi ils font pas juste l'assumer? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le
Président, la seule question, c'est qui du Bloc québécois ou du Parti conservateur souhaite le plus provoquer une élection de Noël. Le Bloc nous a présenté, oui, une série de demandes non négociables. Parlant de ne pas négocier, Monsieur le Président, le Bloc lui-même nous parle de demandes non négociables qui totalisent, écoutez-là, 36 milliards de dollars aux Canadiens. Le chef de l'opposition, lui, il veut qu'on réduise le déficit. Donc, vous trouverez le Parti libéral du Canada exactement dans le milieu, et c'est là qu'on doit être. Honorable député de Joliette-Nanawan. Celui qui le dit, celui qui l'est. Les libéraux sont responsables du sommet actuel de la crise du logement. Le directeur parlementaire du budget calculait que les loyers ont augmenté de 26 % juste à cause des politiques d'immigration démesurées du fédéral. Tout le monde, y compris les immigrants eux-mêmes, payent leur loyer 26 % plus cher à cause des libéraux. Pour corriger ce fiasco, il faut reconduire et rendre permanente l'initiative pour la construction rapide de logements, puis transférer au Québec, ça passe sans condition. Ça, c'est le minimum. Pourquoi est-ce que les libéraux refusent de l'inclure dans le budget au point d'en faire des menaces d'élection? La ministre du Logement. Merci pour la question. This government is... Notre gouvernement appuie à 100 % le logement abordable et nous sommes concentrés surtout sur l'itinérance. Nous avons alloué 1 milliard de dollars dans le premier budget pour lutter contre l'itinérance, que ce soit dans toutes les localités du pays. Nous voulons mettre en place des unités modulaires pour que les gens sortent de la rue et qu'ils puissent avoir un foyer. Nous allons travailler sur le logement abordable. Nous sommes engagés, nous allons le faire. Le député de New Tecumseh-Gwillimbury. Chaque dollar dépensé par les libéraux vient de la poche des Canadiens. Sous Justin Trudeau, la taxe sur le carbone imposée aux consommateurs a rendu tout plus cher. Et maintenant, tout coûte plus cher et les chèques de paie sont plus petits et le fardeau de la dette pèse surtout sur la jeune génération. Mais le premier ministre actuel en remet dans son budget avec une taxe sur le carbone industriel qui accroîtra le déficit. Et Justin Trudeau a déjà hypothéqué l'avenir des Canadiens. Comment se fait-il que ce premier ministre banquier va faire en sorte qu'on va mettre la clé sous la porte? Le ministre de l'État aux institutions financières. Bon, le parti d'en face se concentre sur son chef et sur ce qu'il a dit la semaine dernière, mais nous, on se concentre sur les Canadiens. Le 4 novembre, nous allons déposer un budget porteur pour les prochaines générations. Nous allons investir dans le Canada et nous allons bâtir en infrastructure. Nous allons investir en défense, en logement. Et nous croyons dans le Canada et nous espérons qu'en face, ils vont appuyer le budget le 4 novembre. Le député de New Tecumseh-Gwillimbury. Le premier ministre a demandé aux Canadiens de se sacrifier, mais ils ont déjà assez sacrifié. Pendant 10 ans, ils ont payé la taxe sur le carbone et le gouvernement affirmait qu'ils avaient plus d'argent dans leur poche que ce qu'ils ne payaient en taxes. Et puis maintenant, il en rajoute avec sa taxe sur le carbone industriel et dit que cette taxe n'a aucun impact alors qu'elle augmente le coût des engrais pour les agriculteurs, du matériel agricole et en fin de compte, des produits alimentaires. Alors, nous voulons un plan. Est-ce que le premier ministre va mettre fin à la taxe sur le carbone industriel dans son budget, de sorte que les Canadiens puissent se nourrir enfin de nouveau? Le secrétaire d'État. Pendant que le parti d'en face se concentre sur des taxes imaginaires, nous abaissons le fardeau fiscal des Canadiens. Pour 22 millions de Canadiens paient moins d'impôts. Nous avons une baisse pour les premiers acheteurs. Nous avons aussi le programme d'alimentation dans les écoles et nous avons le crédit personnel pour les travailleurs. Nous nous concentrons sur la vie abordable pour les Canadiens. Il faudrait qu'en face, on laisse tomber la rhétorique et qu'on appuie le budget le 4 novembre. Merci. La députée de Algonquin-Renfrew-Pembroke. Monsieur le Président, les libéraux ne sont pas satisfaits des 2,2 millions de Canadiens qui visitent les banques alimentaires chaque mois. La nouvelle taxe sur les carburants tirera toutes les économies réalisées par les automobilistes à la pompe. Et les produits alimentaires n'ont pas baissé depuis la COVID. Alors, est-ce que les libéraux vont supprimer leur nouvelle taxe sur les carburants pour que les gens puissent enfin se nourrir?
La secrétaire d'État pour les enfants et la jeunesse. Bon, les conservateurs se concentrent sur les taxes imaginaires, mais nous nous concentrons sur le soutien envers les familles canadiennes pour les aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. Il y a par exemple le programme alimentaire dans les écoles qui deviendra permanent, le programme de soins dentaires, la prestation canadienne pour personnes handicapées. Nous avons toujours été là pour les familles canadiennes et les députés d'en face ont voté contre ces investissements dans nos localités. La députée d'Algonquin, Redfoo Pembroke. Monsieur le Président, la nouvelle taxe sur les carburants augmentera la quantité d'éthanol dans le réservoir. Ça veut dire que vous devrez vous rendre plus souvent à la pompe et le carburant coûtera plus cher. Et lorsque le carburant est plus cher, le coût de tout augmente. Les libéraux ont l'occasion de supprimer cette nouvelle taxe dans le budget. Alors, est-ce que les libéraux vont profiter du dépôt du budget pour supprimer cette taxe toute nouvelle sur les carburants? Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Nous nous concentrons sur l'aide aux familles et, contrairement aux conservateurs, nous présentons des mesures pour abaisser le coût de la vie. Nous avons réduit la TPS sur les achats de nouvelles maisons. Nous avons réduit le coût de soins dentaires et nous avons le programme alimentaire dans les écoles. Lorsque les familles économisent pour les frais rattachés aux enfants ou lorsque leur fardeau fiscal s'abaisse, alors ça coûte moins cher. Ils ont plus d'argent pour l'épicerie. Mais les conservateurs ont voté contre toutes les mesures que nous avons proposées. Les Canadiens veulent savoir cela. Où sont les conservateurs de gros bon sens? Le député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, si leur politique fonctionnait si bien, comment se fait-il qu'il y a plus de 170 000 enfants qui font la queue aux banques alimentaires? Le premier ministre a dit qu'on pourrait le juger au vu du prix des aliments. Et maintenant, nous savons qu'il y a une hausse de 4 des aliments, du coût des aliments, et il y a 2,2 millions de Canadiens qui fréquentent les banques alimentaires, et il y a 1,3 milliard de dollars qui sont imposés en taxes dans tous les repas. Le gouvernement se nourrit grâce à ces taxes. Alors, pourquoi ne pas mettre fin à ces taxes dissimulées pour que les Canadiens puissent enfin se permettre de vivre? Le secrétaire d'État. Les députés conservateurs aiment bien dénigrer le Canada. Ils parlent de taxes imaginaires. Et c'est comme s'ils prenaient pour les Dodgers plutôt que pour l'équipe canadienne. Ils ont voté contre des mesures qui appuient les Canadiens. Nous bâtissons de grands projets et nous allons utiliser de l'aluminium et du bois canadien. Nous allons renforcer les collectivités et nous doter d'un avenir dont il y a de quoi être fier. Est-ce que les conservateurs vont voter en faveur du budget ou est-ce qu'ils vont déclencher la prochaine élection? De Louis Saint-Laurent à Kiawanwack. Monsieur le Président, le premier ministre a été élu en affirmant qu'il allait être jugé sur le prix des aliments. Eh bien, voilà, après 6 mois, le résultat, c'est que les prix à l'épicerie ne cessent d'augmenter, en fait 2 fois plus vite que l'inflation. C'est ça, l'héritage, après 10 ans de gouvernance libérale. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut, dans son budget, abolir les taxes qui ont un impact sur la nourriture et permettre ainsi aux Canadiens d'avoir une vie abordable? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, les Québécois et les Canadiens ont jugé le parti de l'opposition, ont jugé le chef de l'opposition et son manque de sérieux lors de la dernière élection, qui n'était pas capable de présenter un plan crédible, alors que de ce côté-ci de la Chambre, non seulement on a un plan pour croître l'économie, unir l'économie canadienne, mais on a un plan pour l'abordabilité, monsieur, qui inclut une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, rendre permanent le programme national pour les jeunes de nutrition que le Club des petits déjeuners du Québec applaudit. Je l'invite, monsieur le Président, s'il y a des doutes quant à l'efficacité de ces programmes qu'un de ses collègues qualifiait de poubelles et d'ordures qui viennent dans mon comté, je vais l'amener à la Société Saint-Vincent-de-Paul, je vais l'amener voir Centraide, je vais l'amener voir le Club des petits déjeuners. Merci, monsieur le Président. Oui. Honorable député de Louis Saint-Laurent à Kiawanwack. Monsieur le Président, cette gouvernance libérale est tellement efficace qu'il y a 2 200 000 Canadiens qui, aujourd'hui, doivent se rendre dans les banques alimentaires à tous les mois pour manger. 2 200 000 personnes, Monsieur le Président. C'est ça, le bilan libéral d'un pays du G7 après 10 ans. Honte à ces gens-là qui ont géré tout croche le gouvernement. Et c'est pour ça que les gens se rendent compte que plus le gouvernement libéral dépense, plus ça coûte cher pour les Canadiens. À nouveau, est-ce que le premier ministre peut, dans son budget, abolir les taxes qui ont un impact direct sur la nourriture et permettre ainsi aux Canadiens d'avoir une vie abordable? L'honorable ministre.
Monsieur le Président, il veut parler d'un impact direct sur les Canadiens, sur la vie des Canadiens. On peut parler du Programme national de nutrition, c'est 800 $ par famille. On peut parler de la baisse d'impôts qu'on a mis de l'avant pour 22 millions de Canadiens, c'est aussi 800 $ par famille. On peut parler de l'allocation canadienne pour enfants, Monsieur le Président, qui a fait baisser la pauvreté infantile au pays de 38 % Monsieur le Président. Ce sont tous là des programmes qu'ils auraient sacrifiés. Puis, tandis que j'ai encore un peu de temps, parlons du Programme national de soins dentaires. C'est à peu près 20 000 personnes dans son comté de Louis-Saint-Laurent et Cameron-Rack qui ont accès à des soins dentaires. C'est ça qui serait prêt à sacrifier de ce bord de la Chambre, Monsieur le Président. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, l'industrie forestière, ses travailleurs et des municipalités étaient sur la colline ce matin. Chantier Chibougamau, Domtar, Arbec, l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers, mais aussi Unifor, le préfet de la MRC Antoine Lebel et la mairesse de Fermeneuve. Ils sont tous ici pour exiger qu'Ottawa avance 50 % des montants à payer en droits compensateurs en entendant d'être remboursés à la fin du conflit. Ils s'attendent à ce que le gouvernement fédéral soutienne enfin l'industrie. Quand ce gouvernement va-t-il réagir? L'honorable ministre de l'Industrie. D'ailleurs, je leur souhaite bienvenue sur la colline. Ça va me faire plaisir de les rencontrer. Plusieurs d'entre eux, je les connais bien. Nous travaillons avec Unifor dans d'autres dossiers. Et bien entendu, nous savons que la situation qui prévaut présentement dans le secteur du bois-d'œuvre est liée aux tarifs complètement injustifiés et injustifiables de la Maison-Blanche. Alors, nous allons être là pour le secteur du bois-d'œuvre. Nous allons travailler avec eux. Nous avons mis déjà des garanties de prêt auprès de leur banque, soutenues par la BDC de 700 millions de dollars. Et ça me fait plaisir de travailler avec le collègue pour trouver des solutions pour les entreprises de son côté. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, si la menace de Donald Trump d'ajouter 10 % de tarifs se concrétise, la forêt québécoise deviendra la plus durement frappée parmi toutes les industries du Canada. Et pourtant, Ottawa ne fait rien. L'aide financière promise en août n'est toujours pas débloquée. Nos travailleurs ne sont toujours pas protégés avec une subvention salariale et nos entreprises déboursent toujours des milliards en droits compensateurs illégaux sans soutien du gouvernement fédéral. Monsieur le Président, le bois au Québec, c'est 130 000 emplois pour 900 municipalités. Quand les libéraux vont-ils comprendre l'urgence d'agir? L'honorable ministre. Monsieur le Président, il y a une chose qui est claire. Ce gouvernement va se battre pour les jobs dans le secteur du bois-d'œuvre. Un point, c'est tout. Et c'est pourquoi nous travaillons à tous les jours avec le secteur. J'ai eu plusieurs rencontres la semaine dernière. J'ai parlé avec Christine Fréchette hier encore, la ministre de l'Économie du Québec. J'ai parlé également avec le premier ministre Eby, le ministre des Ressources naturelles et moi, et le ministre en charge de la relation avec les États-Unis. Travaillons sans cesse sur cette question-là. Et d'ailleurs, il est faux de prétendre que les fonds ne sont pas disponibles. Ils le sont. Ils sont débloqués. Il y a déjà des entreprises qui ont été sauvées. Ça me fait plaisir de travailler avec mon collègue sur cette question. The honourable member for Cambridge. La députée de Cambridge. Monsieur le Président, le gouvernement libéral se vante tous les jours de tout l'argent qu'il dépense, mais ce n'est pas son argent. C'est le chèque de paye des Canadiens qui travaillent dur. C'est de l'argent que les familles pourraient dépenser pour mettre de la nourriture sur la table, mais au lieu de cela, le premier ministre l'utilise pour alimenter sa bureaucratie sans fin. Ils ont introduit en catimini une taxe carbone industrielle cachée sur les engrais et le matériel agricole. Le Canada devrait être le grenier du monde, mais sous ce gouvernement, le Canada ne peut même pas se nourrir lui-même. Le premier ministre mettra-t-il de côté sa partisanerie, éliminer la taxe industrielle sur le carbone dans son budget pour que les agriculteurs puissent nourrir le pays? La secrétaire d'État aux aînés. Monsieur le Président, l'Halloween s'en vient un peu plus tôt pour les conservateurs cette année parce qu'ils ont des taxes imaginaires et ils brandissent des épouvantails à moineaux. Ils disent que le programme alimentaire des écoles est dégoûtant et ils disent que la GRC est méprisable et ils veulent sabrer dans la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus de garantie. Mais ces prestations seront maintenant déposées directement dans le compte des aînés. Et les Canadiens savent qu'ils sont appuyés par notre gouvernement. Je vois que la secrétaire d'État porte un macaron. À moins que cela ne dise « passer une bonne journée », eh bien, je dirais que c'est interdit en chambre. Bon,
Je voulais le signaler à la députée. Merci. La députée de Cambridge. Monsieur le Président, les libéraux ne cessent de répéter que tout va bien, mais la seule chose qui croît plus vite que la dette, c'est la file d'attente devant les banques alimentaires pendant qu'ils font des tours de passe-passe avec les taxes. Imposer les agriculteurs avec une taxe sur le carbone industriel caché pendant que les Canadiens font la file aux banques alimentaires, c'est de la folie. 2,2 millions de personnes se rendent à la banque alimentaire chaque mois et 33 sont des enfants. Lorsque les agriculteurs vont bien, les familles se nourrissent bien. Alors pourquoi ne pas appuyer le plan conservateur d'éliminer la taxe sur le carbone industriel dans le budget pour que les agriculteurs puissent enfin nourrir le pays? La secrétaire d'État aux aînés. Les Canadiens savent qu'il n'y a pas de taxe sur les aliments. Les conservateurs parlent de taxes imaginaires, mais notre gouvernement prend des mesures concrètes pour appuyer les aînés au pays. Nous réduisons la bureaucratie. Nous construisons des unités de logement plus rapidement et il y a maintenant 2 millions d'aînés qui ont accès à un programme de soins dentaires et nous mettons des mesures en place qui fonctionnent pour tous. Mais eux, les conservateurs, ont repoussé l'âge d'accès à la retraite, ont réduit les prestations et ont laissé tomber les aînés. Ils ont voté contre toutes les mesures d'appui aux aînés et ils menacent de le faire encore avec le budget qui s'en vient. Nous sommes là pour appuyer les Canadiens et pour les protéger. La députée de Kitchener Centre. Monsieur le Président, chaque dollar dépensé par le gouvernement libéral vient des poches des habitants de Kitchener Centre. C'est des taxes cachées, pas imaginaires, cachées, comme la taxe industrielle sur le carbone qui se répercute sur le prix des aliments. D'après les données, 1,3 milliard de dollars seront encourus par cette taxe au cours des prochaines années. Et c'est pris dans la poche des Canadiens. Alors pourquoi ne pas mettre de côté la partisanerie et mettre fin à ces trains de taxes pour que les Canadiens puissent enfin se permettre de vivre? La ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, à l'échelle de l'Ontario, les familles bénéficient de services de garde à 16 $ par jour. Avant, c'était 70 $ par jour. C'est phénoménal. Et cela met des milliers de dollars dans les poches des familles canadiennes chaque mois. Voilà ce que ça donne quand on investit dans les familles, quand on investit dans les enfants. Voilà les résultats. Et voilà pourquoi les Canadiens nous font confiance. Ils savent que nous sommes là pour défendre leurs intérêts, alors que les députés d'en face détruiraient tout d'un seul coup. Bellechasse, les Échemins-Lévis. Monsieur le Président, le premier ministre veut être jugé selon les prix payés à l'épicerie. Ironiquement, les taxes cachées libérales sur la nourriture font grimper les coûts à l'épicerie. On parle de taxes industrielles sur le carbone, la taxe sur l'emballage alimentaire et les règlements sur les carburants propres qui augmentent le coût du transport, de la production et de la mise en marché des aliments. Tout le monde comprend ça. Plus les libéraux dépensent, plus les Canadiens payent cher, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre peut abolir ces taxes sur la nourriture dans son budget et permettre ainsi aux Canadiens d'avoir une vie beaucoup plus abordable, Monsieur le Président? Bravo! L'honorable secrétaire d'État pour l'enfance et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Encore en face, on parle des taxes imaginaires. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le Club des petits déjeuners du Canada, par exemple, et c'est quelque chose. C'est une organisation qui aide près de 900 000 enfants à avoir accès au programme de nutrition scolaire. Ils m'ont dit que la pérennisation du Programme national d'alimentation scolaire est un tournant important pour la santé, l'apprentissage et le bien-être des enfants, ainsi que pour la résilience sociale et économique du Canada. J'espère que mes collègues d'en face vont appuyer ce budget et appuyer la permanence de ce programme. Merci. Honorable député de Bellechasse, les Échemins-Lévis. Monsieur le Président, les chiffres sont têtus. Je ne sais pas si elle le sait, mais l'inflation alimentaire explose, c'est en hausse de 4 %. Les Banques alimentaires Canada rapportent cette semaine un record de 2,2 millions de visites en un seul mois, Monsieur le Président. 20 des usagers des banques alimentaires travaillent à temps plein. 33 sont des enfants. Les conservateurs ont un plan pour redonner une vie beaucoup plus abordable aux Canadiens. Je répète, est-ce que le premier ministre peut abolir ces taxes sur la nourriture dans son budget et permettre aux Canadiens d'avoir une vie beaucoup plus abordable? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement.
Monsieur le Président, c'est toujours fascinant d'entendre les conservateurs nous parler de taxes complètement imaginaires. Là. Il n'y a pas de taxes sur l'épicerie, je le répète, là, pour le bénéfice des conservateurs de l'autre côté. Par exemple, si on veut parler de choses concrètes, non pas de taxes imaginaires, parlons du régime canadien de soins dentaires qui aide à peu près 20 000 personnes dans son comté. Parlons de l'allocation canadienne pour enfants qui a permis de réduire la pauvreté infantile de 38 % au pays, qui aide des milliers de familles dans son comté. Parlons du programme national d'alimentation qu'on vient de pérenniser, qui va aider, Monsieur le Président, à peu près 100 000 jeunes au Québec que le club des petits-déjeuners ne cesse de louanger parce que ça a un impact direct dans la vie des familles. C'est de ça dont il est question et ils n'ont aucun plan. Leur seul plan, c'est de sacrifier ce programme. L'honorable député de Richmond-Est, Steveston. Monsieur le Président, l'industrie du bois d'œuvre ancrée chez moi en Colombie-Britannique, ce n'est pas seulement un actif régional, c'est un moteur de l'économie canadienne. Les leaders de la Colombie-Britannique en matière de bois d'œuvre se sont réunis récemment pour parler de ce secteur qui contribue 100 000 emplois et 17 milliards de dollars au PIB de la Colombie-Britannique. Les tarifs américains sur le bois d'œuvre canadien nuisent aux producteurs ainsi qu'aux consommateurs. Les conservateurs voudraient qu'on signe n'importe quel accord, mais notre gouvernement travaille à obtenir le meilleur accord pour les Canadiens et pour les secteurs touchés. La ministre de l'Industrie... L'honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son intervention. C'est vrai qu'il se bat pour les travailleurs du secteur du bois d'œuvre et c'est ce que nous faisons également comme gouvernement. Nous allons tenir tête à ces tarifs injustifiés. Nous allons faire en sorte d'obtenir un bon accord et entre-temps, nous sommes là pour aider, pour que les entreprises aient accès à des liquidités, pour aider leurs travailleurs, pour s'adapter et éventuellement pour faire connaître le fait que le bois d'œuvre canadien, c'est le meilleur au monde. Donc, nous allons continuer à construire un Canada fort, Monsieur le Président. L'honorable député de Thornhill. Le gouvernement libéral a dépensé des milliards supplémentaires en consultant, en projets d'aide étrangère futiles et en une campagne juridique d'1 milliard de dollars pour confisquer les armes à feu qui, de leur propre aveu, ne fonctionnera pas. Le résultat, des impôts plus élevés, des prix plus élevés, un coût de la vie plus élevé et toute une génération de jeunes qui ne croient pas pouvoir faire mieux que leurs parents. Les Canadiens réduisent leurs dépenses, sautent des repas, font la queue devant les banques alimentaires en nombre record. Et ce premier ministre, lui, utilise la carte de crédit du Canada comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Vont-ils enfin mettre fin au gaspillage, aux impôts, à l'inflation et présenter un budget abordable pour une vie abordable ici au Canada? Honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, j'ai d'excellentes nouvelles pour les conservateurs. Nous allons aider 5,5 millions de Canadiens avec le prix des aliments, avec des allocations automatiques dans le budget 2025. Nous allons permettre des productions d'impôts automatiques pour aider les Canadiens à obtenir les prestations auxquelles elles ont droit. Le 4 novembre, les conservateurs auront le choix. Vont-ils voter pour que les Canadiens aient accès à ces prestations ou vont-ils lancer le Canada dans une autre élection? Honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, ce ministre est complètement dans le déni. Il a envoyé des millions de dollars au Vietnam pour créer du riz faible en carbone. Ce cycle sans fin de déficit d'impôts et d'inflation a écrasé les familles, les jeunes, les travailleurs, et c'est leur arrogance qui les empêche de voir les dégâts qu'ils ont causés. S'ils voulaient faire adopter un budget, c'est simple. Qu'ils mettent fin aux dépenses inconsidérées, à l'inflation et aux taxes sur les denrées alimentaires. C'est à eux d'écouter les Canadiens et de présenter un budget abordable pour une vie abordable. Honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, les conservateurs... eux sont pris avec une révolte au sein de leur caucus, mais nous nous concentrons sur les Canadiens et les Canadiennes. Le 4 novembre, nous allons déposer un budget générationnel. Nous allons investir au Canada. Nous allons investir pour aider les Canadiens et les Canadiennes. Nous allons construire, développer l'infrastructure, la défense, le logement, l'aérospatial. De ce côté-ci de la Chambre, nous croyons au Canada. Je demande aux partis d'en face de cesser ces envolées rhétoriques et de voter pour le budget le 4 novembre. Il faut essayer de ne pas être trop provocateur. La provocation crée du désordre et c'est un problème. L'honorable député de Calgary-Midnapore. La seule chose qui est révoltante, ce sont les réponses de ce gouvernement. Le premier ministre avait promis aux Canadiens de mettre fin aux dépenses liées aux consultants coûteux, mais moins de 6 mois plus tard, cette
promesse interrompue. Il a augmenté les dépenses liées aux consultants de 37 %. Cela représente 6 milliards de dollars. Que ce soit Arrive-Can, McKinsey ou maintenant le contrat du centre d'appel de l'ARC, les libéraux vont toujours trouver une façon de payer leurs amis consultants à gros prix. Lorsqu'ils vont présenter leur budget la semaine prochaine, combien de milliards supplémentaires les Canadiens peuvent-ils s'attendre à devoir payer pour les consultants libéraux? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, on a obtenu un mandat très clair de la part des Canadiens de réduire l'utilisation des consultants, de rendre le gouvernement plus efficace, dépenser moins pour investir plus. C'est exactement ce qu'on va faire le 4 novembre dans un budget qui va être historique, Monsieur le Président, pour bâtir les fondations d'une économie forte au Canada. J'espère que les conservateurs vont l'appuyer. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Calgary-Midnapore. Les Canadiens font la file devant les banques alimentaires et les consultants libéraux, eux, s'en mettent plein les poches. Hier, le directeur de Service Canada a indiqué avoir tiré une leçon très dure du contrat des centres d'appel de l'ARC, dont le budget a quadruplé pour atteindre 190 millions de dollars. Est-ce que c'est la même leçon qu'ils ont tirée lorsque GC Strategy a fait exploser le contrat d'Arrive-Can? Donc, je demande la question. Combien les Canadiens devront-ils payer pour les amis, les initiés libéraux, dans le budget de la semaine prochaine? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et comme je le mentionnais, on a reçu un mandat très clair de la part des Canadiens pour avoir un gouvernement qui est plus efficace. On va toujours s'assurer d'avoir la meilleure valeur pour l'argent pour les Canadiens, Monsieur le Président. Et alors qu'on s'apprête à présenter un budget le 4 novembre qui va dépenser moins pour investir plus, on veut s'assurer d'obtenir la meilleure valeur et de bâtir l'économie la plus forte du G7. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Brantford-Brenne, Six Nations. Monsieur le Président, les libéraux ont gaspillé près d'1 milliard de dollars pour un programme de confiscation des armes à feu qui, de l'aveu même du ministre, ne fonctionnera pas. Il a été enregistré en train de dire la vérité, c'est un gaspillage d'argent. La police provinciale de l'Ontario ne veut pas y participer. La seule force policière qui accepte d'y participer, son chef est parenté à un député libéral. Ce n'est pas une mesure de sécurité, c'est du théâtre politique qui coûte 750 millions de dollars. Quand le premier ministre mettra-t-il fin à cette farce et s'attaquera-t-il aux criminels plutôt qu'aux Canadiens respectueux des lois? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, comme je l'ai annoncé il y a des semaines, nous avons un projet pilote qui est en place au Cap-Breton qui sera ensuite élargi à la grandeur du Canada au cours des prochaines semaines. Les Canadiens respectueux des lois vont continuer à respecter les lois. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons mis en place plusieurs mesures pour faire en sorte que les criminels ne soient plus dans nos rues, y compris le projet de loi C-14. J'espère que le parti de l'opposition va l'appuyer. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Bow River. Monsieur le Président, le gouvernement libéral poursuit sa campagne coûteuse et mal avisée de confiscation des armes à feu qui néglige le véritable problème, c'est-à-dire les armes à feu illégales introduites à partir des États-Unis. Au lieu de cela, ce gouvernement cible les Canadiens. Au Cap-Breton, le maire affirme qu'il n'a pas été consulté, le syndicat local de la police a été pris au dépourvu et le projet est dirigé par le beau-frère du député libéral local. Les Canadiens ont besoin d'un budget abordable pour une vie abordable. 3/4 des milliards de dollars sont gaspillés sans raison dans ce programme. Lorsque les pressions budgétaires sont si fortes, pourquoi les libéraux gaspillent-ils 750 millions de dollars pour des raisons d'image politique plutôt que de s'attaquer aux criminels? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, notre gouvernement fait tout en son pouvoir pour éliminer les armes à feu de nos rues, y compris avec le projet de loi C-12, dont 1,3 milliard de dollars en investissement à la frontière, 1000 agents de l'ASFC supplémentaires, 1000 agents de la GRC supplémentaires. Nous nous attaquons au problème de la mise en liberté sous caution. Nous avons également des programmes pour que les Canadiens respectueux des lois puissent obtenir une compensation pour les armes à feu interdites. Et nous allons bientôt élargir ce programme à l'échelle du Canada. C'est là notre approche pour une foule de sujets qui touchent la criminalité. J'invite le parti d'en face à appuyer ces initiatives. L'honorable député de York Centre. Cette année, le gouvernement libéral dépensera 1 milliard de dollars en intérêts chaque semaine. Le premier ministre prévoit un déficit record, mais ses astuces comptables montreront probablement un portrait différent. La semaine dernière, le premier ministre a dit aux étudiants qu'ils devront faire plus de sacrifices, mais ce n'est pas aux étudiants de faire des sacrifices après une décennie d'échec libéral.
Ils ne veulent pas financer davantage de dettes, de gaspillage et de corruption des libéraux. Pourquoi ce premier ministre dépense-t-il comme Justin Trudeau sur les stéroïdes? L'honorable secrétaire parlementaire. L'inflation au Canada est à l'intérieur de la cible de la Banque du Canada depuis 21 mois. La Banque du Canada a également réduit le taux directeur encore une fois aujourd'hui de 0,25 points de pourcentage. Cela veut dire des taux d'intérêt plus faibles, des taux hypothécaires plus faibles pour les Canadiens. Les conservateurs semblent vouloir une récession au Canada, mais de ce côté-ci de la Chambre, nous faisons les investissements nécessaires pour faire croître l'économie. Les conservateurs répètent des slogans, mais nous allons continuer de mettre en place des solutions. Eux, ils divisent. Nous livrons la marchandise. C'est ce que méritent les Canadiens. L'honorable député de York Centre. Ce député libéral ne comprend pas à quel point la situation est mauvaise sur le terrain. La moitié des Canadiens n'arrivent plus à se nourrir. Aujourd'hui, ou cette semaine, le premier ministre dit aux étudiants qu'ils devront faire des sacrifices supplémentaires. Les jeunes ont déjà fait suffisamment de sacrifices. Hier, CTV a dit que les Canadiens, les jeunes n'arrivent même plus à se trouver un emploi au salaire minimum. Est-ce que le budget libéral va contrôler les dépenses pour que les jeunes Canadiens puissent commencer à subvenir à leurs besoins quotidiens? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Finances. Nous avons le plus faible ratio dette-PIB au sein du G7, une cote de crédit AAA, et l'inflation est à l'intérieur de la cible du Banque du Canada. Les chiffres en matière d'emploi ont excédé les prévisions le mois dernier. Donc voilà les indicateurs économiques fondamentaux du Canada. Et un PDG bancaire la semaine dernière a dit que le Canada a la marge de manœuvre budgétaire qui lui permettra de laisser libre cours aux débouchés économiques au Canada. C'est exactement ce que nous cherchons à faire dans le budget de 2025, laisser libre cours aux débouchés économiques au Canada. L'honorable député de Foothills. Nous venons d'apprendre que l'Inde a imposé des droits de douane de 30 % sur les pois canadiens, en plus des droits de douane de 100 % qui sont déjà en place en Chine. Cela fait en sorte que 80 % du marché des pois canadiens est maintenant soumis à des droits de douane à l'étranger. Cela fait en sorte que les agriculteurs canadiens se retrouvent en danger puisque le prix pour leurs produits a diminué de 40 %. Le premier ministre revient tout juste de l'Inde et maintenant il est en Chine. Chaque fois que le premier ministre se rend quelque part, les choses s'aggravent. Qu'est-ce que le premier ministre va faire pour que les agriculteurs ne soient plus soumis à ces droits de douane et puissent rester en affaires? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, notre gouvernement et notre premier ministre travaillent fort pour faire en sorte que les agriculteurs canadiens aient accès à des marchés partout dans le monde. Dans le cadre de ce travail, ils ont conclu des accords avec de plus en plus de pays pour que les produits canadiens, pour que les agriculteurs canadiens aient accès à plus de marchés. C'est exactement ce que nous avons fait de Singapour à la Malaisie. Ce sont le genre de choses sur lesquelles notre gouvernement travaille. Au lieu de dénigrer le Canada, notre gouvernement travaille à déboucher plus de marchés pour les producteurs canadiens. L'honorable député de Laval-les-Îles. Monsieur le Président, pour renforcer notre identité canadienne, il faut permettre à plus de gens de découvrir les lieux, les histoires et les paysages qui nous définissent. Des musées nationaux aux parcs et aux sites historiques. Ces espaces partagés nous rappellent qui nous sommes. Mais pour bien des familles, chaque sortie compte dans le budget. Le ministre de l'Identité, de la culture canadienne et des langues officielles peut-il préciser comment nous aidons les Canadiens à explorer et célébrer leur patrimoine tant en gardant ces expériences assez accessibles à tous? Merci. L'honorable ministre. Monsieur le Président, l'été dernier, le laissez-passer Un Canada fort a permis à des familles de découvrir notre incroyable pays tout en réduisant les coûts. Ce fut un énorme succès. Dans les musées nationaux, plus de 200 000 enfants ont bénéficié d'entrées gratuites et le nombre de visiteurs a augmenté de 15 % Les musées provinciaux ont connu une augmentation de 26 % chez les jeunes. Certains sites de Parc Canada ont vu leur fréquentation augmenter de 20 % et pour Via Rail, c'est 6 millions de dollars qui ont été économisés par les familles canadiennes. Face à cet enthousiasme, nous sommes ravis que le laissez-passer Un Canada fort revienne cet hiver et l'été 2026 pour que les familles puissent continuer de découvrir le plus beau pays au monde. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, le premier ministre avait promis de négocier une entente sur le bois d'œuvre avec les Américains.
Aujourd'hui, le secteur forestier est menacé avec des tarifs qui peuvent atteindre 55 Savez-vous ce que ça veut dire, des tarifs de 55 au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans ma circonscription? C'est 8 000 jobs qui sont en danger où les familles ne pourront pas payer les factures à la fin du mois. Nos travailleurs méritent mieux. Depuis que ce premier ministre-là est en poste, les tarifs ont triplé. Pourquoi les libéraux sacrifient toujours les travailleurs forestiers et leurs familles au lieu de les aider? Bravo! L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, je comprends la colère de mon collègue et je la partage parce que 55 de tarifs contre notre secteur du bois d'œuvre, c'est complètement inacceptable. Et c'est pour ça que ce gouvernement-ci, on est là pour défendre nos travailleurs. On est là avec l'industrie. On sait qu'ils passent à travers une crise présentement. Donc, on va leur prendre la main, on va les aider à passer cette étape difficile et on va être là avec du soutien. On est capable d'avoir des bonnes conversations, mon collègue et moi. On travaille bien ensemble. Ça me fait plaisir de l'aider. Bravo. Honorable député de Beauce. Monsieur le Président, le secteur forestier est attaqué par des tarifs américains de 45 En Chaudière-Appalaches, le secteur forestier représente 780 millions de revenus d'emploi. Le grand banquier était supposé de tout régler. Ben oui, résultat, ça coûte moins cher aux Européens d'envoyer du bois de l'Allemagne en bateau par l'Atlantique qu'en Beauce de Saint-Théophile traverser la douane, Monsieur le Président. Quel grand négociateur, bravo. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va défendre les travailleurs forestiers, oui ou non? Oui. L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, la réponse est simple, absolument. Oui, 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 nous allons être là pour le secteur forestier parce que nous y croyons. Mais pas juste ça. On le sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'administration américaine, mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Et on va se concentrer sur l'aide à nos travailleurs, à nos entreprises, et on va s'assurer justement qu'on soit là pour les aider à passer à travers cette crise-là. On va leur offrir du soutien et en plus, on va bâtir à travers des grands projets nationaux beaucoup de demandes pour notre secteur du bois d'œuvre. Merci. The honourable member for Richmond Hill South. L'honorable député de Richmond Hill Sud. Chaque dollar dépensé par le premier ministre libéral provient directement de la poche des Canadiens sous forme d'impôts plus élevés, de déficits plus importants et d'une inflation plus forte. Le recours aux banques alimentaires atteint 2,2 millions de visites par mois et le premier ministre estime que c'est une excellente idée de dépenser 8,2 millions de dollars provenant de contribuables pour du riz équitable au Vietnam. Les Canadiens doivent faire des sacrifices en raison de la flambée des prix des aliments, des coûts records et de la hausse du chômage. Quand le premier ministre va-t-il cesser de financer des programmes radicaux, d'imposer des leçons aux travailleurs canadiens et présentera-t-il enfin un budget abordable pour une vie abordable? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Chaque fois que le rapport de la Banque alimentaire Canada est publié, je le lis, je regarde les recommandations pour réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire au Canada. Et les recommandations sont exactement ce que font notre gouvernement. De mettre en place, par exemple, un programme national d'alimentation dans les écoles qui a été qualifié d'ordure par un député conservateur de Terre-Neuve et Labrador la semaine passée. Nous allons continuer à investir pour aider les familles. Nous allons continuer à investir pour aider les Canadiens. Les conservateurs, eux, choisissent de dénigrer les Canadiens à tous les jours. Je ne veux pas demander aux députés de reprendre du début. Donc, gardons cela en tête, l'honorable député du Labrador. Monsieur le Président, l'Arctique est la terre, ou en fait le domicile des peuples autochtones depuis des millénaires, est au cœur de l'identité, de la sécurité et de la prospérité du Canada. La semaine dernière, le ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique est en Islande à l'Assemblée du Cercle arctique pour promouvoir des partenariats et le leadership du Canada dans l'Arctique. Le ministre peut-il dire à la Chambre comment notre nouveau gouvernement agit de manière décisive? Bon, j'entends des arguments de l'autre côté de la Chambre parce qu'ils pensent encore être au caucus. Notre gouvernement agit de façon décisive avec le leadership autochtone pour bâtir le Nord canadien, défendre notre souveraineté et notre sécurité. L'honorable ministre des Affaires du Nord. Monsieur le Président, le Canada est vu dans le monde comme un pays arctique et le monde compte sur notre leadership.
Alors que les menaces s'intensifient, notre gouvernement agit. Nous concluons des partenariats avec les pays nordiques comme le pacte ICE, dans le cadre duquel des brise-glaces Polarmax seront construits ici même au Canada. Nous avons sélectionné les premiers sites pour le nouveau radar arctique. Nous venons de nommer un ambassadeur pour l'Arctique et ouvert des consulats à Anchorage et ailleurs dans le Nord. Cela est une démonstration de notre leadership dans l'Arctique. L'honorable député de Saint-Albert-Sturgeon River. Monsieur le Président, le premier ministre fera des dizaines de millions de dollars en primes futures provenant de 3 fonds d'investissement enregistrés aux Bermudes et aux îles Caïmans. Les Canadiens méritent de savoir dans quelle mesure le premier ministre a abusé des paradis fiscaux étrangers. Donc, une question simple. Combien d'autres investissements dans des paradis fiscaux étrangers le premier ministre détient-il? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Monsieur le Président, comme vous le savez, le Canada a l'un des régimes d'éthique les plus stricts au monde. Ce dernier s'applique à tous les députés de cette Chambre. Encore une fois, je n'aime pas interrompre les gens puisque cela retarde nos travaux, mais je vais devoir demander au ministre de reprendre sa réponse depuis le début. Monsieur le Président, comme vous le savez et comme tous les députés le savent, nous devons respecter l'un des régimes en matière d'éthique les plus stricts au monde. Ce régime s'applique à tous les députés de cette Chambre, y compris le premier ministre. Le premier ministre a d'ailleurs été très proactif pour se conformer à toutes les exigences du Code. Le commissaire à l'éthique et le premier ministre ont déterminé ensemble quels étaient ces investissements et les mesures que le premier ministre devait respecter. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. Monsieur le Président, les Canadiens sont confrontés à l'une des pires crises du coût de la vie depuis des générations. 60 des Canadiens ont du mal à payer leurs dépenses mensuelles. La moitié des Canadiens utilisent des cartes de crédit ou empruntent de l'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils paient ainsi des taux d'intérêt de 19 ou plus. Le recours aux banques alimentaires a doublé depuis 2019. Les gens ne devraient pas avoir à travailler si fort pour joindre les deux bouts dans un pays aussi riche que le Canada. Quelles mesures le gouvernement prend-il pour s'assurer que les Canadiens n'aient pas à s'endetter simplement pour nourrir leur famille? L'honorable ministre du Travail et des Familles. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour cette question parce que le gouvernement a pris plusieurs mesures depuis des années maintenant pour faire en sorte que les Canadiens puissent nourrir leur famille. Par exemple, l'allocation canadienne pour enfants qui a permis de sortir 400 000 enfants de la pauvreté. Cette prestation est indexée à l'inflation. Nous avons également indexé à l'inflation les prestations pour les aînés. Nous avons également bonifié l'assurance-emploi pour que les employés qui perdent leur emploi puissent garder leur argent pendant qu'ils présentent une demande. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à défendre les travailleurs, à défendre l'industrie et j'espère que le député appuiera notre budget. Alors, ça met fin à la période des questions.